c'est possible de prendre place. On va demander aux gens de bien vouloir prendre place à l'endroit qui leur est désigné. Distingués invités de notre table d'honneur, mesdames, messieurs, si vous voulez bien prendre place, nous allons débuter l'événement dans à peine 5 minutes. Merci de votre collaboration. À tout de suite. Mesdames, messieurs, encore une fois, bienvenue. Je demanderai à tous les gens de bien vouloir prendre place. Nous allons débuter ce dîner hors série politique dans quelques secondes. Merci de votre collaboration. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de regagner leur place, je vous invite à le faire. Et puisque c'est fait, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce dîner hors série politique de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Mon nom est Emmanuel Urtubise. C'est la première fois que j'ai le plaisir d'animer un événement de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Merci de m'accueillir parmi vous. Je suis un fier résident de la Rive-Sud. Alors, je suis bien content de me retrouver ici. Je vais vous accompagner tout au long du dîner, bien entendu, et j'aimerais, au nom de tous les membres du conseil d'administration et de la permanence de la Chambre, vous souhaiter la bienvenue pour cette première rencontre, je vous le répète, hors série politique de la saison. Un dîner qui sera des plus stimulants, mesdames, messieurs, car il y a beaucoup de choses qui se trament d'abord au Québec, ça c'est évident, et très certainement sur cette belle Rive-Sud. On parlera entre autres un petit peu plus tard avec nos invités du potentiel agroalimentaire de la Rive-Sud. Laissez-moi tout d'abord vous présenter nos invités à la table d'honneur. Chers invités, je vais vous demander de vous lever quand je vous nommerai. Par contre, mesdames, messieurs, je vous demande de réserver vos applaudissements pour la toute fin, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, on accueille ce midi Mme Danielle Beaulieu. Elle est propriétaire, vice-présidente et directrice générale de l'Hôtel Mortagne. Monsieur Jean-Guy Parent, associé principal des services immobiliers Intercom, ainsi que gouverneur de la CCIRS. Monsieur Jean-Jacques Rainville, avocat partenaire chez Dunton Rainville, il est également gouverneur de la CCIRS. Monsieur Jean Martel, maire de Boucherville, est avec nous ce midi. Madame Caroline Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil et présidente de l'agglomération. Monsieur Jacques-Olivier Junard, président chez Olivier Ford et vice-président de la CCIRS. On accueille également ce midi M. Alain Terrien, député de Sanguinet. Il est également adjoint parlementaire au ministre des Finances. Et finalement, mesdames, messieurs, notre dernier invité à la table d'honneur, il est vice-premier ministre du Québec. Il est ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Il est également député de la circonscription d'Abitibi-Ouest pour le Parti québécois, et ce, depuis l'élection de 1976. Il agit actuellement à titre de ministre responsable de ce coin du Québec. Je vous demande d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, M. François Gendron. Nos invités à la table d'honneur, mesdames, messieurs. Votre table d'honneur et M. Gendron. Mesdames, messieurs, on aimerait souligner la présence également de maires d'autres villes de la Rive-Sud aujourd'hui. Alors, M. Michel Gilbert, le maire de Mont-Saint-Hilaire, Mme Suzanne Dansereau, mairesse de Contrecoeur, Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie qui est avec nous, et M. Gilles Plante, le maire de McMasterville, président également de la TPECS. Les maires qui sont avec nous, merci d'être là, messieurs, mesdames, maires et mairesses. Écoutez, pour la suite des choses ce midi, je vous parle de l'horaire, ce sera quand même assez simple. Dans les prochains instants, je vais céder la parole au vice-président de la Chambre, M. Jacques-Olivier Junior, pour une courte allocution. Par la suite, bien entendu, j'aurai le plaisir de revenir vous présenter notre invité du jour et sa conférence. On va écouter la présentation de M. Gendron et après ça, il y aura une courte période de questions. Alors, questions courtes, réponses courtes, histoire de donner la chance au plus grand nombre de poser des questions. Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup. On va procéder aux photos officielles de la table d'honneur et on va terminer avec le repas. Mais puisque l'entrée est déjà servie, on vous invite dès maintenant à déguster le repas et je vous présente en même temps le vice-président de la Chambre, M. Jacques-Olivier Junior, que j'invite à me rejoindre sur scène. Bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, inquiétez-vous pas, Martin se porte très bien. Il nous représente d'ailleurs de belle façon à la Fédération des chambres de commerce au Saguenay en ce moment. Alors, il lui reste à peu près une dizaine de journées à son mandat de président. Je prendrai la relève officiellement, même on peut dire ça aujourd'hui. J'ai toujours pas eu d'opposition, donc on devrait être correct pour se rendre jusqu'au 24. À moins qu'il y ait un gars qui a fait faillite dernièrement qui décide de se présenter contre moi. Pour ceux qui suivent l'actualité politique municipale. Alors, ouais, vous allez faire un échange avec moi, madame, hein, j'en doute pas 2 secondes. Alors, j'aimerais moi aussi saluer les élus, plus particulièrement notre invité, Monsieur le vice-premier ministre. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je pense que c'est un beau geste de votre part. La Montérégie
est un endroit magnifique, une économie vivante, et on a beaucoup de dossiers pour vous, le gouvernement provincial, et pour le fédéral aussi, ce qui m'amène peut-être à notre fameux pont. Pour ceux qui nous suivent dans l'actualité, vous savez que la Chambre des commerces est un joueur d'avant-plan dans ce dossier. On a encore dernièrement parti notre pétition. J'invite tous et toutes à aller faire votre petit clic pour faire votre vote en fonction de ne pas avoir de péage sur le pont, comme mon confrère Martin a dit si bien en fin de semaine pour ceux qui regardaient l'actualité. S'il a été mal conçu ou mal entretenu, c'est tout bien pas de notre faute. Et moi, je soupçonne que le 7 $ est beaucoup plus pour essayer d'équilibrer leur budget, puisque c'est quand même le pont sur lequel il y a le plus de circulation au Canada. Donc, je pense pas que ce soit nécessairement pour payer ce pont-là. Alors, je pense que sincèrement, on apprécierait un geste de votre part pour aller nous donner un encouragement puis donner un peu de poids à la pétition qu'on a mis en place un peu plus tôt la semaine dernière. Vous savez, monsieur, vous êtes aussi ministre de l'Agriculture, je ne vous apprends rien à ce niveau-là, de l'alimentation. Je pense que la Rive-Sud est un joueur incontournable à ce niveau et on a besoin de votre aide assez rapidement. Il y a plusieurs dossiers, des fois, qu'on aimerait voir avancer. Entre autres, je sais que c'est toujours particulier quand vient le temps de parler de zonage, des choses comme ça, mais on aurait des beaux endroits réservés pour faire de l'agroalimentaire, de la transformation à ce niveau-là. Et je pense que quand on circule le long de l'autoroute 30, ça serait tout à fait approprié d'amener ces magnifiques terrains-là pour faire de cette industrie, encore une fois, un cheval de bataille de la Montérégie. Certaines des plus grandes corporations au point de vue alimentaire sont établies déjà sur la Rive-Sud. Je pense qu'on a un effet de levier qu'on pourrait se servir et faire en sorte qu'on amènerait ça à un second niveau. Alors, on va sûrement avoir besoin de votre collaboration à ce niveau-là au fil des mois, au fil des années même, si votre gouvernement reste. Et j'en doute pas parce que vous êtes là depuis plusieurs années et ça me fait plaisir de pouvoir m'adresser à quelqu'un qui a une longévité comme la vôtre. Souvent, c'est ça qui est un peu le problème au point de vue politique. J'aimerais aussi saluer les nouveaux membres. Certains d'entre vous ont un autocollant marqué « Nouveaux membres ». Alors, merci de prendre la peine de venir à un de nos midis. On se tarde de faire des belles activités à la Chambre de commerce. Et j'espère que vous allez apprécier celle d'aujourd'hui comme telle. Nous avons un événement le 5 novembre prochain, un événement, un déjeuner qui porte sur, un dîner plutôt qui porte sur la relève. J'en suis moi-même le fruit au point de vue affaires. J'ai pris le commerce familial il y a de cela maintenant un peu plus de 5 ans. Je n'ai pas l'intention de prendre la relève au point de vue politique. Ça, je lui laisse ça. Il est né avec ça, puis il va mourir avec ça. Mais au point de vue des affaires, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, c'est pour ça mon implication au point de vue de la Chambre comme telle. Alors, encore une fois, messieurs, dames, merci de vous être déplacés et bon appétit. Merci beaucoup, M. Jacques-Olivier Junior. M. Olivier, j'ai ajusté les micros, on n'a pas tout à fait la même grandeur. Mesdames, Messieurs, j'aimerais sans plus tarder vous présenter, dis-je bien, notre invité du jour avec un grand plaisir, M. François Gendron. M. Gendron est tout d'abord né à Val-Paradis. Il est député de la circonscription d'Abitibi-Ouest pour le Parti québécois depuis l'élection de 1976. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre invité de ce midi, M. François Gendron. Habituellement, on commence par le protocole, mais moi, j'ai envie de vous dire, je suis très heureux d'être ici. Je suis très content de vous rencontrer, très content d'avoir l'occasion d'échanger avec des gens. C'est ce qu'on va faire durant toute la semaine, parce qu'il y a semaine de relâche. Alors, le petit bout officiel, alors, M. Martin Fortier, président de la Chambre de commerce et industrie de la Rive-Sud, Mme Caroline Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil. Les maires, les mairesses, parce qu'on m'a dit qu'il y en avait plusieurs, alors merci d'être là, non, mais ça me fait plaisir. Vous souhaitez la meilleure des chances pour votre avenir. Parce que je sais qu'on est en période électorale, ceux que ça concerne. Candidats, candidates, mesdames, messieurs, je voudrais également saluer Alain, qui est un collègue de l'Assemblée nationale, très heureux d'être là. Bon, là, j'en ai un
qui est en fonction, puis j'ai un ex. Alors, je veux saluer Jean-Guy aussi, comme ex-collègue parlementaire avec qui j'ai eu plaisir à travailler. Alors, vous dire que je suis content d'être des vôtres, je pense que c'est pas nécessaire d'insister là-dessus. Être ici à titre de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans un premier temps, également à titre de vice-premier ministre du Québec, je pense que c'est toujours intéressant pour un politicien avoir l'occasion d'avoir une tribune pour, bien sûr, présenter des orientations des politiques, mais également avoir l'occasion à la fin peut-être de répondre à un certain nombre de questions. J'ai des choses à exprimer parce qu'on m'a dit on aimerait ça vous avoir comme conférencier. Alors, dans un premier temps, je voudrais commencer, ça fait un peu plus d'un an à peine qu'on est aux commandes de l'État. Et sans prétention, parce que là, Jean-Guy me connaît, puis il y en a d'autres qui me connaissent, parce que j'ai eu la chance de rencontrer habituellement, des gens d'Abitibi, on les voit partout. J'ai l'habitude de dire on les forme, quand ils sont présentables, on leur permet d'aller à l'extérieur. Alors, j'en ai vu une couple, alors ça me fait plaisir de te saluer à nouveau. Oui. Pour ce qui est de l'endroit de naissance, là, cherchez pas ça sur la carte, vous ne trouverez pas ça. Val-Paradis, c'est un petit village complètement au nord de la Sarre, puis c'est un accident de parcours, parce que je suis un Lassarois. Et ça me fait penser, parce que c'est une anecdote que je trouve intéressante. Une des premières fois, quand j'ai été nommé ministre des Ressources, la première fois, il y a toujours un brillant qui veut essayer d'envoyer une colle au ministre, fait qu'il m'avait dit « accepte pas de période de questions », mais moi, j'ai jamais accepté les recommandations de mes sous-ministres, mais ça m'a pas nuit, parce que j'ai 37 ans de vie politique. Alors, il m'avait posé la question, il dit « moi, je connais le Québec comme faut, puis j'ai jamais vu ça Val-Paradis. » J'ai la carte. Alors, puis toi, t'es pas loin, tu connais ça. Alors, j'ai dit, vous avez peut-être raison, mais ça existe vraiment. Et des fois, on la met sur la carte, des fois, on la met pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est pas la fin du monde. Mais de là, on la voit bien. Alors, ça va régler tous mes problèmes. Alors, c'est pas ça qui est important, c'est que ça fait 1 an qu'on est aux commandes de l'État et je pense que le travail a été immensément actif. Dans certains cas, on a même parlé d'activisme. Ça n'a pas toujours été facile, sincèrement. Mais moi, je peux vous dire avec mes convictions puis mon franc-parler que je crois que nous avons remis le Québec sur la voie qu'il fallait dans ses grandes orientations, autant économiques, sociales et, bien sûr, agroalimentaires ou autres. Je veux d'abord, dans un premier temps, vous parler en fonction de ma responsabilité première, qui est ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Je peux vous assurer que c'est un ministère qui me plaît. J'adore ce ministère parce qu'on est dans l'industrie du tangible, du concret. Je me rappelle à ma première sortie, j'avais eu l'occasion, dès le lendemain de mon assermentation, de rencontrer à Lévis à peu près 700-800 producteurs agricoles. Puis j'avais dit, il m'avait préparé quelque chose, je n'aimais pas ça, alors j'ai pas beaucoup suivi ce qu'il m'avait préparé, puis j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et je leur ai dit que je connaissais ces chiolus-là, traditionnels, historiques, mais c'est des gens que j'aimais parce que j'aimais leur franchise. J'aimais leur détermination. C'était des gens qui étaient concrets et qui voulaient poser des gestes de développement économique dans leur filière, bien sûr, puis dans diverses productions. Je crois qu'on peut affirmer sans se tromper que dans le secteur bioalimentaire, dans le secteur agroalimentaire, ça va relativement bien. Est-ce que il n'y a rien à faire, puis c'est parfait? Non, mais ça va bien. Je peux affirmer que la nouvelle politique de souveraineté alimentaire, la première au Québec, a donné de l'élan, de la perspective, et je suis convaincu que cette politique jouera un rôle des plus significatifs pour l'essor de l'économie du Québec dans ce secteur. Je suis obligé de rappeler, parce que je sais que vous êtes tout instruits, vous lisez tout, vous êtes sur Internet tous les jours, je sais tout ça. Mais malgré ça, on a de la difficulté à bien saisir l'importance du secteur agroalimentaire en chiffres. Il y a des gens de chiffres ici, vous n'êtes pas obligé de toutes les retenir, mais je vais vous arranger ça là, pour que vous reteniez les chiffres principaux. C'est presque 500 000 emplois dans le secteur, c'est 12 de l'emploi total au Québec, c'est l'équivalent de 9 fois la population de Saint-Hyacinthe, ce que je viens d'illustrer. En ce qui a trait plus particulièrement au niveau de ma responsabilité, c'est que l'agroalimentaire il est présent dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est le Québec de base, c'est le Québec profond, c'est le Québec des régions, mais c'est également le Québec urbain, vous venez de le mentionner. Est-ce que le secteur agroalimentaire dans l'agglo, parce que la mairesse m'avait averti, on ne parle pas juste de Longueuil, mais dans l'agglomération, est-ce que c'est bien important? La réponse, c'est oui. Même ici, dans le secteur, dans un milieu en croissance et très urbanisé. Ici, à Montérégie, pas ailleurs, ici à Montérégie,
Le secteur agroalimentaire, ça représente à lui seul un PIB de 3,3 milliards. Bien, 3,3 milliards, là, ça commence à être significatif. C'est juste 80 000 emplois. Bien, 80 000 emplois, moi, j'aime mieux les avoir que pas les avoir. La région compte 7 100 entreprises de production et 400 entreprises de transformation. Ça génère 32 des recettes agricoles et 24 de la valeur des livraisons d'aliments effectuées au Québec. Ça commence à être significatif. C'est pas rien, là. En plus, j'ai quelques personnes dans mon cabinet qui sont de proximité avec votre milieu, là. Des HLA de Saint-Hyacinthe qui passent le temps à me dire que Saint-Hyacinthe, c'est fondamental, c'est la plaque tournante de l'agroalimentaire, c'est la mégapole. Puis j'ai pas de trouble avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je parle pas seulement en termes de production, mais aussi en termes de formation, de recherche et d'innovation. Je pense juste à l'ITA et à la Cité de biotechnologie agroalimentaire. Et on devine tout de suite que dès qu'on est à proximité de ce secteur-là, on est vraiment dans le secteur agroalimentaire d'envergure, de modernité à tous égards. Ce qui m'impressionne depuis que j'ai la responsabilité, c'est le dynamisme en matière d'agrotourisme. Et là, je suis plus proche de votre réalité. L'intérêt croissant pour les routes gourmandes permet aux entreprises de se démarquer et de proposer une offre touristique de mieux en mieux structurée. C'est d'ailleurs tendance de valoriser et d'encourager l'achat local. Je veux également attirer votre attention sur une donnée fort importante qui traduit la vitalité de l'industrie bioalimentaire au Québec. Malgré la conjoncture économique plutôt difficile chez les marchés européens et américains, alors, là, écoutez bien ça, comment que ce sera juste ça que vous allez vous rappeler, nos exportations alimentaires ont fait un bond spectaculaire de 9 % en 2012. Avez-vous compris, là? 9 % en 2012 pour atteindre 6,1 milliards d'argent. Il faut savoir que nos exportations, malheureusement, à cause de la récession américaine, excusez-moi, et de d'autres facteurs, dans les 2-3 dernières années, il y a eu une petite chute en pourcentage, il y a eu une baisse en pourcentage de nos exportations sur l'ensemble des marchés. Quand dans le secteur que je viens de mentionner, il y a une croissance de 9 %, bien là, on n'a pas le choix, il faut être fier de ça. Il faut être fier de ça, puis en termes d'argent, nos exportations, ça correspond à 7 fois les exportations d'électricité, alors que ça a été longtemps un joyau. Mais de plus en plus, je pense que le secteur agroalimentaire est majeur et considérable. Considérant que le ministère des Finances et de l'Économie prévoit une croissance globale des exportations de 2,8 % pour 2013, je crois qu'on a toutes les raisons d'être très optimiste que dans le secteur bioalimentaire, on va faire une performance plus élevée que ça. Avec l'économie américaine qui montre des signes de reprise et la croissance des économies émergentes, parce qu'il y en a, les astres semblent plutôt bien alignés. Et je suis convaincu, moi, que nos exportations alimentaires sauront en profiter. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je veux. Dans cet esprit, soyez assurés que le MAPAC, le gouvernement continueront de promouvoir les produits bioalimentaires québécois sur les marchés internationaux. Nous poursuivons notamment notre soutien à des activités d'accueil d'acheteurs étrangers et aux opérations de mise en valeur des produits québécois auprès des grossistes, des médias spécialisés et du grand public sur les marchés internationaux. Vous savez comme moi que le marché québécois est très significatif, avec une demande bioalimentaire atteignant les 34 milliards. Je répète, une demande alimentaire atteignant les 34 milliards de dollars. Il y a sûrement un étoile de beau potentiel à développer. On va continuer de le faire, puis moi, je vais continuer de sensibiliser les consommateurs par des campagnes comme Aliments du Québec, toujours le bon choix, Aliments préparés au Québec. Et à un moment donné, les gens disent, ça donne quoi, ça là? Bien, il faut regarder les résultats. Moi, je sais où on était dans le secteur de la promotion Aliments du Québec et on a énormément, comme M. Parizeau disait, marqué progrès. On a marqué progrès et on a lancé récemment la dernière campagne, là, et elle a du mordant, du piquant et les gens nous en parlent. On est passé de 5 000 produits d'Aliments du Québec à 18-19 000. Ça commence à être significatif. Quelques mots sur l'industrie de la transformation alimentaire qui se démarque comme un maillon très important du secteur manufacturier et de l'économie du Québec. Ses ventes annuelles, 23,2 milliards de dollars en 2012, la place au sommet des grands secteurs manufacturiers québécois. Le secteur le plus créateur d'emplois, c'est la transformation alimentaire, il faut s'en rappeler.
De mon côté, moi, je m'assure d'appuyer solidement le secteur de la transformation alimentaire. J'ai annoncé d'ailleurs il y a 2 semaines un programme d'aide pour les circuits de proximité. Je veux appuyer les entreprises pour trouver des nouvelles sources de revenus, mais aussi mieux connaître leurs consommateurs. Cela permet d'orienter la RD de façon à optimiser les investissements. La semaine dernière, j'annonçais par exemple à Boisbriand un investissement important de 32 millions pour la transformation alimentaire, uniquement pour la recherche et l'innovation. On a appelé le programme Innovation. Bref, il ne faut surtout pas perdre de vue le lien étroit qui unit le secteur agricole à celui de la transformation alimentaire. En effet, l'industrie de la transfo s'approvisionne pour plus de 5 milliards de dollars auprès des producteurs agricoles québécois, ce qui correspond à 70 % de la totalité des ventes. Il y a également un dernier chiffre à souligner. Les ventes de produits agricoles ont atteint 7,6 milliards, avec une hausse de 3 % par rapport à 2011. Au cours, ça c'est chez nous, on n'est pas sur le marché d'exportation. Donc, lorsque j'affirmais tantôt qu'il y a vraiment un beau dynamisme, il y a une performance intéressante, c'est pas la prétention de celui qui vous parle, c'est les chiffres qui le confirment. Quelques mots sur la politique de souveraineté alimentaire, parce que c'est récent. Moi, je pense qu'il était temps d'avoir une politique de souveraineté alimentaire. Alors, l'objectif de la politique, c'est pas compliqué, c'est plus de produits d'ici dans les paniers d'épicerie des Québécois, sur les tablettes, dans les restos, dans les hôtels, parce que nos aliments, ils sont inimitables, comme le claironne la publicité. La première ministre et moi-même, on a eu l'occasion, en mai dernier, d'annoncer cette politique, et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que la première ministre accompagnait le ministre de l'Agriculture, c'est parce qu'on voulait très clairement signifier qu'il s'agissait d'une politique gouvernementale, et non pas une politique du ministre de l'Agriculture, et non pas une politique du MAPAC. Et je suis convaincu que vous êtes capable de percevoir la différence entre une politique gouvernementale et une politique d'un ministère sectoriel isolé en silo. Quand c'est une politique gouvernementale, bien, ça te donne la permission chaque semaine au Conseil des ministres de rappeler que puisque c'est une politique de gouvernement, il faut que l'ensemble des acteurs soient sensibilisés à cette réalité-là. Et j'étais un peu tanné là, quand j'ai rendu public la politique du causing des 7-8 dernières années sans blesser personne. Là. Les 7-8 dernières années, on a beaucoup causé, on a beaucoup parlé, on a beaucoup commissionné, on a beaucoup rapporté. Rapport de Metz, rapport Pronovo, rapport, tout ça, il y en avait 6 ou 7. À un moment donné, il faut arrêter de rapporter, puis il faut agir, il faut poser un geste d'orientation. Alors, je pense que la politique elle a créé et suscité un enthousiasme certain. Je n'ai pas vu beaucoup de politiques gouvernementales qui ont eu un taux d'adhésion de 75 %. Alors, la politique, 3 grands objectifs, ça va être très court. Le premier objectif, c'est assurer à l'ensemble des Québécois un approvisionnement en aliments de qualité, à juste prix et bon pour leur santé. C'est un bon deal, ça. Et je crois que les gens ont compris ça. Deuxièmement, le deuxième objectif, c'est accroître la part d'aliments dans les assiettes des Québécois. Je l'ai dit tantôt, je ne le répète pas. Et le troisième vecteur, c'est développer la force du secteur bioalimentaire. Et souvent, je résume ça, rappelez-vous, ça va être ça que vous allez vous rappeler probablement, les 4 P, des produits de qualité, un potentiel plus relevé, donc plus de création de richesse par la transformation et les filières, le patrimoine, c'est pour ça que je parle des 4 P. Le patrimoine, c'est que moi, je veux protéger les terres agricoles, c'est le patrimoine foncier, c'est les régions du Québec, et c'est des produits de chez nous. Donc, chez nous, c'est les Québécois, chez nous. Et la pérennité, pour le 4e P, pérennité, c'est l'accent sur le développement durable. Pour m'aider à la mise en œuvre de cette politique, j'ai créé également une table de concertation. C'était important, je pense, d'avoir une table de concertation avec les joueurs les plus concernés, 20, 22, 23 personnes d'origines différentes, mais toutes des personnes qui ont la conviction que par la concertation, on peut faire les meilleurs choix. Et moi, j'ai besoin de cette table-là pour des alignements, pour faire des choix, la rétention des bons choix. Fait que là-dessus, il y a le monde municipal, il y a les syndicats, il y a les écolos, les moins verts, les plus verts, les gens de la transformation. Il y a toutes sortes de monde là-dessus, mais qui ont une expertise dans le secteur pour aider le ministre à faire les bons choix.
Avec les membres de cette table, on va identifier les actions prioritaires, puis on va déployer les gestes à poser pour la mise en œuvre concrète de la politique. D'autre part, sous peu, là, j'aurai l'occasion d'annoncer également quelque chose d'important que j'appelle une politique d'achat institutionnel. Parce que si le gouvernement ne donne pas l'exemple par son réseau de santé et éducation, bien, on va dire, vous êtes bien bons, vous autres aussi, pour causer, mais vous ne donnez pas l'exemple. Alors, c'est important que le gouvernement du Québec ait une politique d'achat institutionnel qui va donner l'exemple dans les grands secteurs ou les grandes missions de l'État. La santé, l'éducation, toute la question de la justice, les agences, peu importe, parce que le gouvernement est quand même largement présent dans tout le Québec et dans toutes les régions du Québec. Ça prend une politique institutionnelle, on y travaille dessus, et j'espère que les gens vont convenir que si nous-mêmes on pratique davantage l'achat local, bien, ça va tout être des gens de plus en plus exigeants pour être fatigants dans le bon sens. Parce qu'être fatigant dans le bon sens, c'est pas dommageable. J'en ai dans mon cabinet qui ne me lâche pas, pousse là-dessus. Mais quand on a des convictions, puis on a tracé la voie, et je donne juste un exemple, j'étais, il y a une couple de semaines, dans les vergers de la famille Jaudoin, pour annoncer un programme qui était le programme Levier. C'était pour accompagner concrètement des choses qu'on retrouve dans la politique de souveraineté alimentaire, mais qui va permettre de... La foi sans les œuvres, il ne faut pas croire à ça. Ça prend la foi, mais ça prend de temps en temps le pécule qui suit. Alors, notre objectif, c'est d'en faire plus, puis assez rapidement. Quelques mots également dans les outils d'accompagnement. Prime Vert, dernièrement, là, on a lancé le programme Prime Vert, un nouveau Prime Vert. Vous allez dire, c'est quoi cette affaire-là? Bien, le Prime Vert, c'est un programme d'accompagnement pour faire des choses qu'on faisait moins avant. Je vous donne juste un exemple. Ici, vous avez deux magnifiques plans d'eau qui ont été dérangés par toutes sortes de sédiments. On ne va pas plus loin parce qu'on est en train de manger. Et en conséquence, le programme Prime Vert va permettre de poser des gestes concrets d'accompagnement pour améliorer la situation. Les entreprises agricoles pourront bénéficier d'une aide gouvernementale de 173 millions de dollars d'ici 5 ans afin de les aider à poser des gestes verts. Et les producteurs agricoles, ils ont fait des efforts. Il faut arrêter de les considérer comme il y a 15-20 ans. Parce que je me rappelle, regardez un exemple, là. Au niveau du porc, vous allez dire que ça vient faire là-dedans, juste pour illustrer. Quand on met ça dans la grille verte du monde moderne, le porc du Québec est juste le deuxième dans le monde. Je répète, là, le porc du Québec est le deuxième dans le monde. Il y en a un qui nous dépasse, c'est le Danemark. Mais le numéro 2, c'est Québec. Ça veut dire qu'on les a fait, les efforts. Puis, il faut continuer à les faire parce que c'est important. Je voudrais vous parler quelques mots, parce que c'est toujours lié à la responsabilité que j'ai, puis j'ai dit que je ferais d'abord ma responsabilité de ministre de l'Agriculture. J'aimerais aborder très brièvement avec vous un sujet sensible qui me tient beaucoup à cœur. D'entrée de jeu, je veux vous dire que j'ai une réticence à l'usage systématique des semences traitées aux néonicotinoïdes. C'est long à prendre, mais c'est ça que ça s'appelle, là. Alors, la semaine dernière, avec le concours de mon collègue de l'Environnement et du président de l'IPA, on a invité les producteurs de grandes cultures à utiliser des semences traitées de façon raisonnée. Parce que c'est important d'utiliser de façon raisonnée des semences traitées. Ce n'était pas le premier geste que je posais sur cet enjeu. Je veux juste vous dire une phrase ou deux, parce qu'on a trouvé de sortir de temps en temps comme ministre de l'Agriculture. À Halifax, avec M. Ritt, j'ai personnellement soulevé cette question avec les collègues des autres provinces. Et on a dit à M. Ritt, qui est ministre fédéral de l'Agriculture, que la révision de l'homologation de ces pesticides devait être accélérée pour éviter de continuer à créer des dommages additionnels à l'environnement. Pour y arriver, nous misons notamment sur l'expertise des directions régionales du MAPAC. Ça, c'est important de compter sur elles. Ces dernières réalisent à tous les 2 ans, en collaboration avec les acteurs du milieu, des plans d'action adaptés aux réalités de chacune des régions. Comme vous pouvez le constater, c'était des éléments pour montrer la volonté du gouvernement de mieux accompagner les concernés et de s'assurer qu'il y a des gestes concrets qui se posent pour le développement de la filière pour lequel j'ai la responsabilité. Quelques mots sur quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines en Chambre, le projet de loi 46. Vous allez dire, on ne sait pas c'est quoi, vous faites bien, apprenez pas ça.
Mais le projet de loi 46, là, c'est un projet de loi pour régulariser et modifier toute la question de l'acquisition des terres agricoles par des non-résidents. Est-ce que le phénomène est aussi grave que certains l'ont laissé voir? La réponse, c'est non. Mais dans la vie, moi, j'aime mieux le préventif que le curatif. Le préventif est toujours bon conseiller. Donc, le projet de loi, sans entrer dans le détail, c'est essentiellement 3 petites mesures de renforcement pour rendre plus difficile à un résident étranger de faire autre chose que ce qu'on veut faire avec des sols pour lesquels on veut des activités agricoles et non pas de la spéculation foncière ou tête bien on verra, puis ça dépend. Alors, moi, je ne veux pas tête bien on verra, ça dépend. Ils sont les bienvenus s'ils font des activités agricoles. Mais le projet de loi, essentiellement, c'est pour rendre plus difficile par des résidents étrangers l'acquisition de terres en renforçant le nombre de mois qu'on va qualifier quelqu'un avant de dire « tu as le droit de poser ta candidature pour l'acquisition ». On va limiter le nombre d'hectares à chaque année. On va fixer un nombre d'hectares, puis on va dire ben, « regarde, après 1000 hectares, là, ça l'est la banque de terre possible pour des résidents étrangers. Mais après ça, tu repasseras, puis tu reviendras dans le projet. » Parce qu'on veut être, ce que j'appellerais défendre à ces gens-là de venir s'installer ici. Non. S'installer ici pour cultiver les terres agricoles du Québec, pas de problème. S'installer ici pour spéculer, ça nous tente moins. Donc, c'est un geste concret. Lors de la dernière campagne, je m'en étais fait parler. Alors, je tenais à toucher les grandes lignes. C'est sûr que j'ai fait que les grandes lignes, mais je trouvais ça important. On ne peut pas juste dire, j'ai fait une politique, j'ai une table de concertation, s'il n'y a pas de gestes concrets qui accompagnent pour donner de la crédibilité. Moi, je ne veux pas que la politique reste chez tablette. Et pour aller pour une meilleure mise en vigueur, si vous me permettez, de la politique de souveraineté alimentaire, c'est nécessaire de l'accompagner de programmes particuliers, spécifiques. De toute façon, ce n'est pas le premier ministre de l'Agriculture et des Pêcheries qui aura subventionné l'agriculture. Je ne connais aucune agriculture qui est en développement et en croissance si elle n'est pas accompagnée d'aide financière pour des raisons de facteurs risques. Je donne juste un exemple. Quand le fédéral nous a abandonnés dans le programme Cultivons l'avenir 2, avec une coupure très significative de 100 millions, puis là, je ne suis pas pour faire de la politique plate, c'est ça la réalité. Bien, on est obligé de suppléer, puis temporairement, on va avoir des programmes d'accompagnement. Mais est-ce qu'il y a eu un transfert de fiscalité? Non, il n'y a pas eu de transfert de fiscalité. Donc, c'est juste un peu plus dur. Ça suppose de faire davantage de choix pour s'assurer qu'on risque de passer à travers. Je vais maintenant mettre mon petit chapeau là, de vieux singe à l'Assemblée nationale depuis longtemps et de vice-premier ministre, parce que je participe évidemment aux discussions par divers comités ministériels, pour vous parler un petit peu de choses qui vous touchent plus spécifiquement. Alors, j'ai échangé avec mon collègue Sylvain Gaudreault et Marie-Mé Lavoie, qui travaillent activement avec les députés du caucus de la Montérégie, qui est un caucus important pour nous, parce qu'ils sont assez dignement représentés. Donc, on vous remercie. Merci beaucoup de nous les avoir envoyés à Québec. Alors, pour mettre en œuvre les priorités régionales en matière de transport. Alors, au cours de la dernière année, des progrès significatifs et concrets ont été réalisés. Voici quelques exemples, mais voici également des intentions concrètes sur les exemples que je veux mentionner. Place Charlemagne, ça vous concerne, c'est dans votre milieu. En avril, un protocole d'entente a été signé avec la Ville de Longueuil pour réaliser l'étude d'avant-projet définitif qui devrait conduire au réaménagement du secteur de la place Charlemagne à Longueuil. Ce qui est important, c'est que ce projet vise à améliorer les accès au métro de Longueuil. Le métro de Longueuil est largement achalandé, mais largement désuet, ne répond pas à la modernité, et c'est pas dû à personne. C'est l'explosion de la population sur la Rive-Sud. Donc, que ce soit pour les autobus, les piétons, les cyclistes, les automobilistes. Donc, c'est un dossier qui est très forte actualité, mais qui va impliquer dans les mois qui suivent, si on reste ce que je souhaite aux commandes de l'État, peu importe les décisions de la première, parce que ça ne me regarde pas, ça y appartient, va falloir accompagner ce développement de la place Charles-Lemoine qui veut faire quelque chose de plus respectueux au sens de l'évolution, de la démographie, des exigences. La ligne jaune du métro. Bon, vous êtes au courant, septembre dernier, on a annoncé qu'une fois les travaux de prolongement de la ligne bleue terminés, le gouvernement irait de l'avant avec le prolongement de la ligne jaune à Longueuil.
Je veux juste vous dire qu'il y a eu des longues discussions parce qu'il y a des gens qui voient d'autres lignes que celle-là, puis ils ont le droit. Mais le gouvernement actuel, au Conseil des ministres, au comité, les différents comités, on a dit dès que la bleue sera terminée, les orientations claires et précises, ça va être sur la ligne jaune. Le message que le gouvernement va envoyer, il n'est pas question d'attendre l'inauguration de la ligne bleue pour annoncer, puis là, c'est important les mots, là, pour annoncer la réalisation de la ligne jaune. Et c'est pas pour rien qu'on a créé un bureau de projet qui est maintenant en place, contrairement à ce qu'on a véhiculé dans les journaux ou ailleurs à l'Assemblée nationale. Ça ne requérait pas nécessairement de crédits immédiats, mais dans peu de temps, ça va requérir des crédits parce que nous, on était tannés d'avoir un paquet d'annonces de projets pour lesquels il n'y avait jamais eu de budgétisation, pas plus au Conseil du Trésor qu'au Conseil des ministres. Avec notre façon de fonctionner, puis ça, ça peut être critiquable là, parce qu'on n'a pas la science infuse, mais notre façon de fonctionner, c'est très clair. Le PQI, c'est-à-dire Programme d'investissement québécois, tous les dossiers qui doivent passer par le PQI, dorénavant, font l'objet d'une décision du Conseil des ministres. Et quand un dossier passe au Conseil des ministres, bien, il est programmé puis il est budgétisé pour que ça se réalise concrètement. Donc, quand on parle de la ligne jaune, là, le bureau de projet est maintenant en place et poursuivra les études nécessaires à faire la préparation du projet dès maintenant pour ce qui est de la ligne jaune avant l'inauguration, parce que dans des travaux d'envergure comme ça, on n'est pas dans une perspective d'une couple de mois, là. On a une perspective d'années, et parfois de quelques années, malheureusement. Le dossier des voies réservées, également à la fin du mois de septembre cette année, notre gouvernement a annoncé qu'il paierait désormais 100% de la facture pour l'implantation de voies réservées. C'est simplement avoir un incitatif plus significatif pour favoriser leur implantation. Autrement que ça, s'il n'y a pas l'incitatif, le rythme est beaucoup trop lent. Alors, il s'agit d'un investissement de 85 millions pour la région métropolitaine. La Rive-Sud aura sa part avec sept nouvelles voies réservées qui s'étireront sur 24 km. Un investissement qui s'ajoute à l'ajout de près 600 nouvelles places de stationnement incitatif sur la Rive-Sud, parce que souvent, l'incitatif, s'il est juste en fric, puis il n'y a pas plus de capacité pour les automobilistes d'avoir accès au transport collectif, bien, ça prend du stationnement. La 30, dans votre présentation, M. Olivier, vous avez parlé de ça également, qu'il y aurait peut-être des bonnes décisions à prendre assez rapidement, vous n'avez pas tort. C'est pas pour rien qu'on a un comité interministériel sur l'autoroute 30. Il y a pas mal de voracité autour du développement futur de la 30. Il y a une voracité légitime, c'est normal. Je te dis qu'il y a des appétits assez voraces, puis ils sont variables, là, dépendamment. Donc, il faut regarder ça avec intelligence, parce que moi, je donne juste un exemple, là, mais soyez bien sereins, là. Moi, j'ai eu un ami, là, un certain maire, là, qui voulait faire une gare en pleine terre agricole, là, puis là, je lui ai dit, non, tu vas regarder ailleurs. Mais pourquoi je fais ça? Parce que je suis boqué, puis il n'y a pas moyen de regarder aucun développement. Mais non, c'est parce qu'il y a des conséquences. Quand j'ai demandé un avis à CPTA, puis ils m'ont répondu, Monsieur le ministre, après la gare, ça va être des stationnements. Puis après le stationnement, ça va être l'intermodal de toutes sortes d'affaires. Puis après ça, ça va être ci, puis ça va être ça. Mais la conséquence directe, on me scrapait, excusez le latin, une méchante partie de terre agricole. Ça donne que je suis ministre de ça, je viens de publier une politique de souveraineté alimentaire. Pensez-vous que j'aurais l'air bien fin, bien crédible longtemps si je ne protège pas les sols arables du Québec, qui est le grenier du Québec? Donc, là, je vais m'en tenir à mes affaires, mais comité industriel sur l'autoroute 30, c'est clair que vous avez raison de dire il faut qu'il se passe des choses, il faut regarder ça. Le mandat, c'est d'élaborer, écoutez bien les mots, une vision stratégique du développement économique de Sorel-Tracy à Vaudreuil-Soulanges. Certains vont dire c'est bien que trop grand. Non, c'est pas trop grand parce que ce n'est pas... Moi, écoutez, la Tour de Babel, quand je vais à Dorval, là, je suis tanné en étoile, mais ça fait 28 ans, 29 ans. Je me souviens pas d'avoir été à Dorval, moi, sans m'écarter 4-5 fois. C'est pour ça que j'ai un chauffeur. Merci, Jimmy.
Non, mais trêve de plaisanterie, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, on recommence, puis après qu'on a quelque chose, on recommence. Donc, c'est pas une planification la plus intelligente que j'ai vue dans ma vie. Donc, ici, là, il faut faire une planification stratégique. Vaut mieux prendre un peu plus de temps pour être certain que les choix soient les plus intelligents, compte tenu de l'explosion, puis la croissance, puis votre détermination à bien faire, parce que vous faites bien ce que vous faites, là. On aimerait ça, là, que l'ensemble du Québec vibre à votre réalité de croissance puis de développement. Alors, c'est ce qu'on vise. Mais le corridor d'autoroute 30 constitue une voie de contournement de l'île de Montréal, mais c'est aussi un atout majeur en termes de développement économique. On le sait, vous le savez, notamment en ce qui concerne la filière logistique. Oui au développement, mais on veut du développement intelligent. Avec votre aide. Tout seul, on n'est pas capable, mais c'est pour ça que c'est interministériel, puis on va s'en parler. Mais des consultations, excusez-moi, avec différents acteurs de la Montérégie se dérouleront le 18, 22, 25 novembre prochain. C'est fixé, déterminé. Soyez là, dites ce que vous en pensez, et après, il y aura des arbitrages qui vont se faire, il y aura des choix qui devront se faire. Le petit pont Champlain, c'est sûr qu'on ne peut pas venir en ville sans parler de ça. C'est un dossier d'actualité majeur. Oui, on vous a lu. Oui, on vous a entendu. Et je pense qu'on a l'obligation de vous en parler plus longuement parce qu'à maintes reprises, depuis l'hiver dernier, le gouvernement du Québec a fait part de son inquiétude réelle, légitime, quant à la façon dont le gouvernement fédéral mène le projet de reconstruction du pont Champlain. Et encore là, oui, de temps en temps, il y a de la politique, mais de temps en temps, il y a des dossiers réels. Ça, c'en est un. Vous vous souviendrez sans doute qu'en avril dernier, en réponse à la demande du gouvernement fédéral en décembre, c'est-à-dire de décembre 2012, le gouvernement annonçait qu'il privilégiait un système léger sur rail, ce qu'on appelle un SLR, comme mode de transport collectif sur le futur pont Champlain. Selon nous, pour le moment, l'intégration d'un SLR au nouveau pont Champlain permettrait et permettra, d'assurer une meilleure mobilité et de réduire la pression sur le réseau routier. Ce système de transport en commun moderne, performant, confortable et efficace constituera aussi une étape importante dans le processus d'électrification des transports, l'un des grands projets de notre gouvernement. Ce choix du SLR fait consensus. Je suis sûr de ça. Il fait consensus à Montréal, puis il fait consensus sur la Rive-Sud. À l'opposé, il y a également consensus, ça c'est un consensus un peu plus récent, mais c'est pas parce qu'il est récent qu'il n'est pas aussi fort, des 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal quant aux inquiétudes que soulève le projet fédéral. En premier lieu, les coûts annoncés apparaissent excessivement élevés. On parle d'un projet oscillant entre 3 et 5 milliards de dollars. Le gouvernement du Canada a annoncé son intention de refiler la totalité de la facture aux utilisateurs, dont une large proportion vient de la Rive-Sud. Le nouveau pont sera en effet entièrement payé par des revenus de péage, selon leur intention. Le gouvernement fédéral ne mettra pas un sou dans le nouveau pont. Selon les évaluations, les péages pourraient atteindre, M. Olivier avait parlé de 7, moi j'avais vu 5, mais j'ai vu aussi 7. Ça n'a pas grand sens. Ça n'a pas grand sens. On est convaincu que ça n'a pas de sens. Donc, c'est sûr que le gouvernement va porter votre cause. Cette situation aurait un impact très négatif et majeur sur les autres ponts liés à Montréal et la Rive-Sud, ainsi que des répercussions sur l'ensemble du réseau routier métropolitain. Une étude récemment révélée publiquement indique que 30 000 véhicules seraient détournés vers les autres ponts. C'est déjà assez compliqué là, que d'en détourner 30 000, là, bonne chance tout le monde. Là. Alors, c'est un scénario qui n'a pas d'allure. Alors, le gouvernement du Québec est donc d'avis que le gouvernement fédéral doit investir directement dans le nouveau pont et renoncer à imposer un péage aux utilisateurs. On croit également que le nouveau pont doit être un ouvrage d'art distinctif, une espèce de symbole de fierté. Puis, on va être bientôt là, au 21e siècle, là. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui correspond à la modernité. Dans cet ordre d'idée que notre gouvernement a récemment fait une proposition concrète, réaliste et rigoureuse au gouvernement fédéral, parce que tant qu'on sera dans le système, il faut collaborer. Et c'est pour ça qu'on a présenté une proposition que vous connaissez sans doute. J'espère que vous la connaissez, je ne la détaille pas. Si vous ne la connaissez pas, le ministre du Transport va vous la rendre publique prochainement, là.
Mais nous, on pense que le modèle qui est suggéré répondrait beaucoup plus à de l'efficience, du réalisme et de la modernité. Et le projet qu'on a présenté, 1,4 milliard de dollars, donc beaucoup en deçà des évaluations du projet fédéral actuel. C'est un projet concret qui a été marché, analysé, expertisé, et on souhaite qu'il soit évalué au mérite pur. L'axe du Pont-Champlain joue un rôle névralgique dans la croissance de la grande région montréalaise, également dans la qualité de vie de ses habitants et dans la prospérité de l'ensemble du Québec. Le gouvernement du Canada doit donc abandonner sa position de fermeture et se mettre à l'écoute de ses partenaires. Nous en sommes, vous en êtes. Nous ne pouvons collectivement nous permettre de rater l'occasion de doter la région métropolitaine de Montréal d'un pont efficace pour les 100 prochaines années. Il y a bien d'autres sujets dont j'aurais pu vous parler, mais il faudrait luncher tantôt, là. Mais je vais m'en garder pour une prochaine rencontre. J'aime ça sortir. En terminant, même si nous avons fait pas mal de chemin depuis un an, on est très conscient qu'il en reste encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de dossiers chez la planche à dessin. Je viens d'en parler de quelques-uns. Il y a, exemple, M. le maire, tantôt, il dit « il faut que je te voie sur quelque chose », donc, puis il avait raison, puis il n'est pas le seul. Donc, est-ce qu'il reste des dossiers? Bien sûr, il reste un paquet de dossiers. Mais il me semble que dans la dernière année, on a prouvé qu'on pouvait bouger, puis on a prouvé qu'on était capable de placer Pico à bonne place là, par rapport aux valeurs sociales du Québec. Mais que ce soit dans le bioalimentaire ou dans les autres sphères de l'économie, moi, je suis convaincu qu'avec des partenaires de votre calibre, avec des gens dédiés, mais comme les Québécois, c'est des gens fiers, c'est des gens racés, c'est des gens déterminés, c'est des gens qui ont de l'initiative, ils ont plein d'autres défauts. Mais vous en parlerez à un prochain cocktail. Moi, j'aime mieux parler de votre capacité à bouger les choses, et c'est ce que je sens, qu'on est capable de relever pas mal de défis. Vous en avez fait la preuve, parce qu'aujourd'hui, si on est en mesure de dire qu'il y a encore pas mal de décisions à prendre dans des choses pour lesquelles il y a lieu d'avancer, c'est parce que le secteur s'est déployé, puis je suis très, très, très content de le constater. Merci.